Services pour des gens qu'ils ne connaissaient pas. Encore rendre des services à des gens qu'on connaît, qui nous paraissent méritants, qui nous paraissent devoir être soutenus. Et oui, à quoi servons-nous lorsque nous avons... Il faut aider les gens qui ont besoin d'aide. Mais lui, c'était des inconnus et qu'il devait aider uniquement parce qu'il était franc-maçon. Eh bien, il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Quand vous allez-vous en Afrique et que vous savez qu'il y a un ministre quelque part qui est franc-maçon, un ministre africain, oui. Est-ce que vous le traitez de manière particulière? Non, mais par exemple, je sais qu'avant même que nous nous rencontrions, oui. On se connaît. Bah, oui, parce que justement, on a pratiqué le même rituel à des milliers de kilomètres différents et que on dit liberté, égalité, fraternité, que l'on dit qu'on parle du niveau, etc., etc. De l'équerre, du compas. De l'équerre, du compas, et que donc ça crée. On se connaît déjà. On se présente nom, prénom, et immédiatement on sait qu'on a un patrimoine commun, vous faites des signes culturel. Supposons qu'il s'agisse d'une aide à un pays, il va pas besoin d'avoir forcément une attitude de marchand de tapis. Il nous faut 1000 tonnes de riz. Il va me dire de toute façon, on va te demander 1000 tonnes parce qu'on croit qu'on en aura 500 et que si on en avait 1000 d'ailleurs, on pourrait pas les développer parce qu'il n'y a pas de communication, etc., etc. Donc il va dire les choses. Il va me dire, écoute, tu sais, il nous faut vraiment 500 tonnes. Et ben, moi, je dirais que s'il dit qu'il faut vraiment 500 tonnes, je veux dire, il y a plus un langage de vérité immédiate. Je me souviens de la surprise des militaires français qui m'accompagnaient, de mes aides de camp, de délégations gouvernementales, quand je rencontrais des responsables africains appartenant à une loge, quelle qu'elle soit. Et alors, bon, il y avait l'avion, je descendais, la passerelle, le tapis, tout, quoi, les honneurs militaires. Et le responsable africain, quand il était maçon, me prenait dans ses bras, m'embrassait. Alors, les militaires disaient, mais le ministre nous a raconté des blagues, ils se connaissent, ils se sont vus. Alors, je pense que c'est la première fois que je le voyais. Mais eux, les Africains, ils mettent cette chaleur méditerranéenne. Alors, ils se demandaient un petit peu pourquoi. Je crois qu'après, ils ont compris quand même. Comment deux francs-maçons se reconnaissent? Alors, il y a on dit mots, signes et attouchements. Bon, traditionnellement, on trouve ça dans toutes les presses qui parlent des francs-maçons. Je crois qu'ils se reconnaissent peut-être plus par une façon de s'exprimer, par une mentalité, notamment dans la conversation, dans l'écoute des autres, etc. Tiens, il pleut. Oui. Ceci est un mot de reconnaissance maçonnique. Tout à fait. C'est ce que je voulais illustrer. C'est ce que je voulais illustrer. C'est-à-dire que ce mot anodin, que j'ai lu dans un livre. Bien sûr, mais tous les livres en parlent. Il suffit que deux maçons disent « il pleut » pour que l'interlocuteur... Enfin, non, pour qu'il comprenne qu'il faut parler... à mot couvert. À mot couvert, parce qu'il y a des non-maçons dans l'assistance. Tout à fait. Comme là, il y a quelques millions de non-maçons qui nous regardent, ouais. Il pleut. Oui, sûrement. Oui, maintenant, à chaque fois que quelqu'un va dire « il pleut », ça ne voudra pas dire pour autant qu'il est franc-maçon. Non, je veux dire parce qu'à ce moment-là, ça va déterminer. Donc ça aussi, c'est le pouvoir occulte des francs-maçons. Il provoque la... À chaque fois que quelqu'un va dire « il pleut », maintenant, on va croire qu'il est franc-maçon. C'est ça. Comment c'est une poignée de main maçonnique? Oh, c'est enfantin. Voilà la poignée de main maçonnique. Il y a un homme politique important qui a été un ministre de premier plan, qui... J'en dirai pas plus, je ne dirai pas qui c'est. Je n'aime pas cet étalage. Et qui me racontait que vraiment, un jour, il allait lui arriver un accident à la main, tellement
dans des réceptions publiques et où il avait à serrer les mains, on lui tordait la main dans tous les sens, avec des gens qui se disaient, si je la lui tords comme ça, ou si je la lui tords comme ça, je finirai bien par trouver la manière dont on la lui tord de façon maçonnique, il me croira maçon, et ça va me faire progresser dans son ministère. Et il me dit, c'est insupportable, est-ce que vous ne pourriez pas faire des déclarations que les maçons ne se tordent plus la main, parce que la mienne est en danger? Des magouilles, il y en a. Il y en aura toujours, même en milieu maçonnique. Mais ça, c'est le limon, c'est l'écume de la mer. La maçonnerie ne répond jamais aux attaques dont elle est l'objet. Vous avez un exemple actuellement, l'affaire de la loge, de la soi-disant loge P2 en Italie. Oui. Bon, la loge P2, tous les francs-maçons du monde savent que ce n'est pas une loge maçonnique. Une loge qui comprend 900 personnes, qui est présidée par un grand maître, les membres ne se connaissent pas entre eux, le grand maître les initie en tête-à-tête dans le secret de sa bibliothèque, ça n'est pas une loge maçonnique et ça, à aucun moment, on ne peut y pratiquer une méthode maçonnique. Bon, le Grand Orient d'Italie, lorsque le scandale a éclaté, a fait une note à l'intention de toutes les obédiences du monde pour leur expliquer ce qu'était exactement cette, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette imposture. N'importe qui peut dire qu'il crée une loge maçonnique et c'est pas pour ça qu'elle en est une. Bon, jamais les obédiences dans les différents pays n'ont communiqué à la presse, la mise au point du Grand Orient d'Italie. On ne répond pas aux attaques. Le cas italien est un cas assez particulier. Il faut comprendre que l'Italie est un État de constitution récente, qui est une fédération de féodalité, et où tout le monde a toujours essayé de s'organiser pour faire pression par rapport à un pouvoir central qui était de constitution récente. Et disons que cette loge P2 n'est pas plus extraordinaire que un peu tout ce qui se passe au niveau de la vie politique italienne. Il y avait 9 généraux, 2 amiraux, 4 présidents de tribunaux, 36 membres du Parlement, plus des journalistes importants, des journalistes qui ont des rôles décisifs dans le Corriere della Sera, des journaux comme ça. Donc, c'était un groupe de pression militaro-économique, donc un groupe politico-militaro-économique qui était en mesure de conditionner et de contrôler la vie politique italienne, parce que leur ambition, ce n'était pas seulement d'être au courant, de s'entraider, d'avoir un minimum de relations entre gens plus ou moins importants. Leur ambition était véritablement de faire un complot et d'éviter, non pas un complot militaire, mais essayer d'éviter qu'il y ait un glissement à gauche de la politique italienne. Il y a une autre chose encore plus grave. Vous avez entendu parler de l'attentat de Bologne qui a fait plus de 80 morts. Il y a eu une sentence qui a été rendue par la magistrature en 1983. Et cette sentence confirme que l'attentat qui a été fait par l'extrême droite a été financé par la maçonnerie. Par P2 ou... Par P2, oui. Dans quel but? Et financé dans le but de déstabiliser les institutions telles qu'elles étaient à ce moment-là, et d'imprimer un coup de frein dans les réformes, d'imprimer un tournant à droite, un tournant conservateur, disons, plus qu'un tournant à droite. Parce que la caractéristique de la maçonnerie italienne, il faut quand même le savoir, c'est qu'elle est conservatrice et souvent même réactionnaire. Ce n'est pas une maçonnerie progressiste et de gauche comme dans d'autres pays. Ici, la maçonnerie tend à préserver les forces en place et les valeurs en place. La franc-maçonnerie, je le pense, est majoritairement dans le monde conservatrice. Elle aime l'ordre, elle recherche le consensus, elle déteste le désordre, elle se méfie des révolutions, des soubresauts, des tumultes. Traditionnellement, elle prête serment devant Dieu, devant le drapeau, et se soumet aux lois du gouvernement. Aux États-Unis vit la plus importante communauté maçonnique mondiale. 4 millions de maçons. Là-bas, être un maçon, c'est être respectable, c'est être honorable. Être un maçon, c'est être un bon
citoyen américain. Fier d'appartenir à une vaste organisation, puissante et charitable. Elle se montre, la franc-maçonnerie, là-bas, elle s'exhibe. C'est tout le contraire, au fond, de la France. D'ailleurs, regardez, il réalise des petits films de propagande. Regardez celui-là. C'est un petit film de propagande réalisé donc par la franc-maçonnerie elle-même pour inciter les jeunes gens, à entrer au Demolay. Demolay, c'est une organisation maçonnique pour les jeunes. Regardez ce petit film. I promise to love and serve God, my country, and my fellow man. I promise to honor and protect every woman. Why is it that through the years, so many future leaders were, first, demolays? Leaders like Walt Disney, world-famous cartoonist and man of vision for a better tomorrow. John Steinbeck, Nobel Prize-winning author. Walter Cronkite, generally thought to be the most trusted man in America. Dan Rather, Walter Cronkite's successor as CBS News anchorman. Frank Borman, astronaut hero of the first flight to the moon. Robert Taylor, movie star. Mel Blanc, voice of hundreds of comedy and cartoon characters. Is being a demolay the way to lay the foundation for success? Or is it that those who are destined to become celebrated are naturally attracted to demolay? In Judea, no more. Perhaps it's a little of both. Saluting and pledging allegiance to our flag. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Presidents of America were known Freemasons? 14 presidents were Master Masons. The most famous one, of course, was Harry Truman, who was Grand Master of Missouri when he was senator, United States Senator, and who was a devoted Mason for over 60 years. Andrew Jackson, very famous American president, was Grand Master also, and Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt. Gerald Ford was the most recent American president who was a Freemason. Matter of fact, he's a 33rd degree Mason. Ronald Reagan? No, Ronald Reagan is not a Mason. He was recently given some
Masonic recognition in a ceremony in Washington, but he's not a Mason. George Washington, of course, the most famous of all. Worshipful Master, I have the honor to present to you a worshipful brother, the past commanding general of the Continental Armies in the struggle for independence of the United States, just the recently retired first president of the United States, our worshipful brother, George Washington. We formed 2 years ago, all of the Grand Masters of North America, the National Masonic Foundation for the Prevention of Drug and Alcohol Abuse among Children. Programs have been launched in Pennsylvania and Maryland, and I hope this summer in New York State. And I hope that it will spread all over this country. But I mention it because we as Freemasons realize that we have an obligation of service. We love one another as we love you and ourselves. Almighty God, grant your favor upon us that we may proceed to express and to experience this love this evening, all the days of our lives, and forever in heaven. Amen. May God grant all of you a life of fulfillment of each of your needs, a healthy and prosperous life. May it be thy will to grant life and blessedness and enduring peace to us and all mankind. Amen. Je suis devenu maçon il y a 38 ans parce que je cherchais quelque chose où je pouvais donner mon effort pour laisser quelque chose derrière moi quand je ne suis plus sur Terre. Et c'est la vérité. Je voulais contribuer à l'humanité. Tout seul, impossible. Il faut appartenir à quelque chose, une organisation où nous sommes nombreux, où on peut voir ce qu'on accomplit quand c'est accompli. Pour voir un enfant qui retrouve la possibilité de marcher de nouveau, parce que moi j'ai aidé dans ma petite façon. C'est ça que c'est mon idée de la franc-maçonnerie. C'est ça que nous devons tous être.
Mason on board. There's a small sign that we put in the back of a car so the police department don't give us a summons. They're $1.50 a piece. Ces cravates là-bas. Ties. Talk to us about the ties. How much do you sell them for? We sell, this tie sells for, any one of these ties is $5 a piece, and if you buy 3, it's $12. Yeah, this is a emblem for the car. We have them in almost every category, from a 3rd-degree Mason up to a 33-degree Mason. Scottish Rite, Shriners. This is for winter. This one here is a summer hat. See? Ah, c'est pour l'été. Hein. Et alors là, je vois des coupes papier, des ceintures, des ceinturons. This apron is $210. This particular hat runs $90. Now, this happens to be a special hat, and we're making them all like this. See, this hat is a collapsible hat. See? In about 2 months, I'll become the first Lieutenant Commanding General of the state of New York. Wonderful. What is this? Now, this hat here, it cost $200. This hat here. This is for the Shriners, Mecca Temple. I'm a Shriner from way back, but this don't fit me right. Yeah? I look like a Turk. Regardez bien ces clowns de bazar, ces faux turcs, ces chinois de pacotille. Ce sont les Shriners, tous maçons du 33e degré. Tous maçons parmi les plus riches et les plus influents des États-Unis. Regardez-les bien. Ils sont présidents de banque, industriels, rentiers. Regardez-les bien. Ils amusent les enfants, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour récolter beaucoup d'argent pour leurs 54 hôpitaux répartis dans tout le pays. The hospital is affiliated with 22 different shrine temples throughout the northeastern region, and there's a fez in here representing each of the temples. Over here we have what's our donor recognition board. This is new in the shrine hospitals. There's one in each of the hospitals, and it's for recognition of people who make large financial contributions to the hospital. There's a gold plaque, a bronze, and a silver. The gold plaque are for people who donate $1 million or more. It's not a rich organization, and I don't know of any great amounts of money any Grand Lodge has, but there is a tremendous amount contributed by individual Masons and by Masonic organizations to Masonic charities, and to charities and benevolence that are not Masonic. It's estimated to be more than $1 million per day. Cette maçonnerie américaine, apparemment fort peu spirituelle et encore moins ésotérique, croule évidemment sous l'argent. Là, dans cette gigantesque association de bienfaisance, on peut devenir 33e degré en un week-end, à condition d'être bon citoyen, patriote, honnête et un peu fortuné. On est fier là-bas d'être maçon. La franc-maçonnerie est à l'image d'un pays où la charité et le patriotisme sont des valeurs largement répandues et ostensiblement manifestées. Un pays où les clivages politiques sont quasiment inexistants. Un pays si différent du nôtre. Alors, cette maçonnerie peut-elle inspirer la nôtre, être exemplaire pour la maçonnerie française? Si le Grand Orient de France disposait des moyens dont dispose la franc-maçonnerie américaine, très intégrée dans l'État et dans le système social, bon, peut-être pourrions-nous faire des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous n'avons pas les moyens. Il reste que l'influence du Grand Orient de France sur l'évolution de la vie des hommes en société, et notamment pour ce qui est de la vie socio-économique, est sans doute plus importante que ne l'est celle de la franc-maçonnerie américaine, que je ne veux pas mettre en cause. Les maçonneries ont le droit de s'exprimer ou de travailler comme elles le souhaitent, avec les moyens qui sont les leurs. Alors, c'est bien de créer des hôpitaux, surtout dans un pays où l'État est totalement désengagé à cet égard. Il faut dire ça, hein. Bon, les conditions sont tout à fait différentes. C'est bien de créer des hôpitaux, c'est bien d'être charitable,
c'est peut-être mieux de faire bouger la société et de faire que les richesses de la société soient autrement distribuées. Entre la tradition de la charité à l'anglo-saxonne et la prise en compte des problèmes de la société à la française, que sera la franc-maçonnerie de demain? Entre le rituel et le militantisme politique, entre l'ésotérisme et l'intervention sociale, que sera la franc-maçonnerie de demain? Est-elle, sera-t-elle marginalisée, coupée des jeunes, de ce qui bouge et vit dans la société? On ne sait pas. Sera-t-elle, est-elle déjà une bonne adresse du passé, rayon 18e, 19e siècle? À mon avis, c'est le problème capital. Le problème est de savoir comment la franc-maçonnerie va aborder le 21e siècle. Ou bien elle restera une force vive à côté des autres forces vives de la société, ici et ailleurs, ou bien, à mon sens, elle sera fossilisée et disparaîtra à court terme. Qu'il existe des maçons dans le monde entier qui ont des compétences de tout premier plan dans de très nombreux domaines. Et que si les grandes loges sont capables de mettre au point des systèmes de contact modernes, dignes du XXe siècle et du XXIe siècle, nous pourrons avoir très rapidement, court-circuitant certaines lourdeurs administratives et certaines ambitions financières, précisément, des moyens d'aider à travers les continents des hommes en difficulté. Et là, je suis d'accord sur l'entraide. Et là, je suis d'accord pour qu'on retrouve l'esprit qui, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, a donné à la maçonnerie sa réputation qu'elle ne mérite plus au XXe. Très respectable grand maître de la Grande Loge du Pérou, tu représentes la maçonnerie jeune, la maçonnerie de l'avenir. Nous savons ce que nous avons fait il y a un siècle, 2 siècles, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Eh bien, nous continuons. Et la construction de l'humanité doit se réfléchir actuellement dans des lieux comme celui-ci. Je suis de plus en plus convaincu qu'il faut absolument que nos loges d'Europe et nos loges d'Amérique du Sud se connaissent, se rencontrent et s'entraident. C'est ici, dans un endroit comme celui-ci, que vit la maçonnerie d'aujourd'hui et la maçonnerie de demain. Eh bien, c'est nous, francs-maçons, qui, il y a 2 siècles, avons su donner la voix. Eh bien, nous avons à nous réunir ici, à réfléchir ici, pour pouvoir travailler ensemble, trouver les nouvelles idées, et c'est avec beaucoup d'émotion que je t'embrasse. Faire avancer la société des hommes vers plus de fraternité en utilisant l'incomparable moyen qu'est la franc-maçonnerie. C'est le but. C'est, me semble-t-il, enfin c'est pour moi le but en tout cas. Et c'est la raison qui fait que je suis franc-maçon. Chaque soir, des jeunes gens, des jeunes filles, des gens moins jeunes, des hommes, des femmes de tous âges, de toutes conditions, de toute religion, viennent frapper à la porte du temple. Chaque soir, il y a des initiations de par le vaste monde. Chaque soir, on ôte des bandeaux des yeux des profanes et ceux-ci découvrent ce que les maçons appellent la vraie lumière. Chaque soir, pour l'instant, la franc-maçonnerie vit. Et demain, je n'en sais rien. À Harlem, dans un coin de la grande ville noire, nous avons pu filmer une cérémonie. Les maçons y semblaient très heureux. Un bonheur grave, un vrai bonheur. Et c'est cette dernière impression de bonheur qui sera la dernière image de ce voyage au pays des francs-maçons. Till we
I know a guy lost his, you know? Yeah, somebody stole it.